RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Excellente soirée passée, je l'espère, en notre compagnie hier. Alors nous sommes de retour forcément ce jour pour le dernier soir pour moi de remplacement de notre ami Gilles Vernet dans le rendez-vous de l'info. Nos invités de ce soir, non des moindres, nous avons avec nous Olivier Mentez, président de la Fédération du bâtiment, donc du BTP en Guyane. Merci d'être notre invité. À vos côtés, Mathieu Naché, président du Corévi. On n'a que des présidents ce soir. Avec vous, on reviendra sur la journée de lutte contre le sida. C'était hier. Sylvie Pied, en deuxième partie d'émission, on reviendra sur la crise, on peut le dire, du transport en Guyane, particulièrement cet événement qui a marqué ces jours-ci. Nos transporteurs sont en colère, on le voit à l'image de Sylvie Pied qui sera là en deuxième partie d'émission. On parlera football également, qui devrait faire plaisir à mon avis à notre douce Vanessa, qui est sensible sur la question sport. Jean-Marc Pham, ancien footballeur professionnel, nous parlera du concours Yana Doko. Bonsoir Jean-Marc, merci également d'être avec nous. Voici l'information, vous le savez, votre journal tout en images avec ce soir la Diect, bilan du projet du bouclier qualité-prix, évolution du caddie type de la ménagère. Au port également de Dégradé-Cannes, un accident mineur qui a créé, vous le savez, un dysfonctionnement dans la circulation. Des enfants autistes pris en charge par l'association Clapotis. On reviendra également sur le carnaval avec les comités qui, vous le savez, dénoncent la gestion administrative et financière de l'union carnavalesque. On terminera avec le squat. Les associations humanitaires de Guyane demandent que l'État et les collectivités trouvent des solutions d'hébergement pour les récentes expulsions. Voilà votre journal tout en images. Sur le terrain, Jonathan Lariot, Myrlande Pierre et Stéphanie Puglisi. A tout de suite. Un an et demi après la mise en place du bouclier qualité-prix en mars 2013, l'heure est au bilan à la Diect. Les distributeurs devaient s'engager à faire baisser le prix sur 96 produits de grande nécessité. Le coût du caddie type ne devait pas excéder 305 €, mais le prix du panier de la ménagère n'a pas vraiment diminué. C'est vrai que sur les 96 produits ou 90 produits, parce qu'on ne trouve jamais 96, il y a une stabilité des prix. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'au-delà d'une stabilité des prix sur le bouclier qualité-prix, il y a quand même autour tout un ensemble de prix qui augmentent. Et quand on regarde les données officielles, on se rend compte que ce qui augmente le plus en Guyane, et de très loin par rapport à la métropole et même par rapport au département des Antilles, c'est les produits de l'alimentation, les produits frais et les produits frais locaux. Les produits frais ont augmenté de 6% en un an et de 15% en 2 ans. Pour l'année 2015, ils ont été ajoutés à la liste du bouclier qualité-prix. Le coût du panier sera le même, mais les produits de 2014 qui ne se sont pas bien vendus seront remplacés. Nous n'avions pas, par exemple, de la viande de bœuf, nous avons rajouté de la viande de bœuf et nous n'avons que 5 fruits et légumes frais. Et là, nous avons rajouté 8 fruits et légumes frais. Donc, pour pouvoir justement donner cette amélioration dans le panier de la ménagère. Quels sont ces fruits ? Vous voyez, sur l'igname, sur la dachine, on a rajouté de la tomate fraîche qui n'en avait pas, on n'avait pas la viande de bœuf, on n'avait pas le poulet fumé, on n'avait pas le poulet en entier. Pour faire baisser le prix des aliments, il est nécessaire de consommer des produits locaux, mais certaines difficultés sont encore présentes. En Guyane, il y a des producteurs, il y a des distributeurs et les liens ne se font pas très bien. Si vous voyez entre les deux, donc l'Observatoire des prix, par l'intermédiaire de son avis au préfet, espère qu'une meilleure articulation entre producteurs et distributeurs permettrait de faire baisser les prix des produits frais. L'Observatoire des prix estime aussi qu'il est nécessaire de renforcer les contrôles dans les grandes surfaces. Les distributeurs doivent s'engager à communiquer le volume des produits vendus dans cette liste. Par ailleurs, l'étiquetage n'est plus suffisamment visible dans certaines enseignes et les libres-services doivent aussi jouer le jeu. Seulement 93 sur 300 sont impliqués dans ce bouclier. Depuis ce matin à 7 h, les contrôleurs du port de Dégradé-Cannes ont exercé leur droit de retrait. Hier midi, un camion a percuté le toit du bureau de sortie de port, provoquant l'apparition de fissures sur le bâtiment. Les camions de marchandises se sont retrouvés bloqués une partie de la journée, ne pouvant obtenir de bons de sortie. Effectivement, ce matin, on a eu quelques perturbations au niveau de notre porte d'entrée et de sortie du port, la porte A qui se trouve devant nous. Ça remonte à un accident en fait, qui s'est produit hier midi, accident au cours duquel donc, un poids lourd en sortie a heurté le bâtiment où s'opèrent l'ensemble des procédures de rentrée et de sortie du port.
Donc de fait, ce bâtiment a souffert et aujourd'hui fait état d'un certain nombre de fissures. Et donc on a des doutes effectivement sur sa solidité, ce qui a valu effectivement une prudence de la part de nos contrôleurs qui ont estimé dangereux de réoccuper ce bâtiment tant que notre diagnostic de sécurité et de solidité qu'on a missionné n'était pas réalisé. Une situation qui aura provoqué quelques dysfonctionnements. Afin de remédier à cela et permettre de rassurer les employés inquiets, les bureaux ont été délocalisés. Pour moi, le problème est d'ores et déjà réglé puisque je vous dis qu'on a délocalisé donc, ces opérations. Aujourd'hui, le port fonctionne normalement et donc on prendra les dispositions nécessaires par rapport à l'occupation de ce bâtiment en fonction du diagnostic que fera le bureau d'études. Des experts ont examiné les dégâts du bâtiment au cours de la journée afin de déterminer les mesures à prendre. En attendant, les allées et venues des camions sortant du port continuent. À quelques semaines du coup d'envoi du carnaval, rien ne va entre les comités et l'Union régionale. Les présidents des comités de Matoury, Cayenne, Kourou, Remire-Montjoly et Saint-Laurent ont adopté une motion de désapprobation à l'encontre de l'équipe dirigeante. Elle est destituée. Parce que les comités ont eu quitus de leur assemblée générale pour signer la motion qui a été effectuée hier après-midi. Et cette motion de désapprobation est claire. Elle révoque le président, donc M. Emmanuel Prince et son équipe. Elle le révoque et elle met en stand-by la cessation, elle met en cessation d'activité ce qu'on appelle l'union régionale. Les comités dénoncent la gestion administrative et financière, veulent du changement à la tête de l'Union régionale des festivals et carnaval de Guyane. À ce jour, seulement 8 comités de carnaval sont recensés sur l'ensemble du pays. Les autres sont davantage des comités de fête qui ne font pas partie de l'Union des festivals et carnaval de Guyane. Je pense que la population doit être informée. Est-ce qu'il est normal qu'une structure dépose un bilan moral et financier auprès d'un bailleur de fonds, qui est donc la collectivité régionale, pour obtenir donc un reliquat de la dotation 2014 sans que ce bilan puisse passer au sein d'une assemblée générale? Ça n'a pas été le cas. Or, les statuts sont clairs. Toute modification, toute décision qui entérime ce qu'on appelle l'aspect moral et financier de la structure doit être ratifiée par l'Assemblée générale. Les comités condamnent l'opacité de la gestion administrative et financière d'Emmanuel Prince, son autoritarisme et un non-respect des statuts et appropriation de pouvoir. Nous n'avons pas réussi à joindre le président de l'Union régionale. Il a reçu le soutien de la Fédération des festivals, carnaval et fêtes de France. 16 mois qu'on avise à l'ancien président de l'Union régionale qu'effectivement qu'il est en dysfonctionnement, mais c'est à croire que personne n'existe pour lui. Alors je vais prendre le mot-clé. On ne peut pas être dans l'absolutisme et avoir la démocratie, ce n'est pas compatible. On avait l'impression que ce monsieur, je fais, nous faisons, nous établissons, les membres du comité et leur président, je m'en fiche, vous appliquez. À ce jour, plus personne ne peut parler au nom de l'Union régionale. Elle est en cessation d'activité. Que se rassurent les adeptes, les festivités carnavalesques qui vont durer cette année du 10 janvier au 18 février, soit 6 semaines, sont en cours de préparation. Ce matin, une trentaine de personnes étaient réunies dans l'établissement Les Clapotiers à Remire-Montjoly. Une remise de dons a été faite pour ce centre qui accueille 20 enfants autistes de 6 à 20 ans. Une manifestation réalisée par la DAPI. C'était l'occasion pour nous de mélanger les parents, les donateurs, les enfants autistes, mais aussi les membres de l'association ADAPI. Et donc c'était une petite opération, j'espère qu'elle a été sympathique. Les jeunes se sont comportés, mais alors on n'aurait jamais dit qu'ils avaient un handicap, vous avez vu. Très calme et très heureux et très fiers. 2 associations, les membres de la Légion d'honneur et du club Inner Wheel, ont remis 2 chèques pour un montant total de 2 500 € qui permettra de financer l'achat d'un espace de jeu en plein air. C'est très important parce que c'était un projet que nous avons souhaité depuis un certain nombre d'années et c'est grâce à nos membres et surtout à l'année de l'autisme que nous avons voulu faire ce projet. L'autisme, un handicap qui n'a pas toujours été reconnu en Guyane. La première avancée a été la mise en place d'une classe intégrée dans l'école primaire Samuel Chambaud. À la tête de ce projet, Madame Caris Tanclair. Je suis très heureuse de voir justement que les choses continuent et s'améliorent parce que
Nous avons été, je ne suis pas la seule, les parents des enfants handicapés, nous avons été vraiment les pionniers, si je puis dire, à mettre en place les structures pour accueillir les enfants et les adolescents et handicapés. Malgré ces avancées, il manque encore de nombreuses infrastructures pour permettre l'amélioration de la prise en charge des enfants souffrant de ce handicap. C'est vrai que nous commençons avec les enfants, mais il y a la suite, ces enfants deviennent des adultes et là nous n'avons en Guyane pas de structure adaptée. Et puis c'est vrai que les demandes sont importantes, les réponses ne sont pas encore assez développées. D'autres projets sont en cours pour continuer à améliorer le cadre de vie de ces jeunes, avec notamment la mise en place d'un nouveau centre à Saint-Laurent. Près de 2 mois après l'irruption de la police municipale sur le site de l'Anse-Chaton pour expulser ses occupants, les 150 personnes qui vivent sur le site de l'AFPA, le quartier de la cité Raban à Cayenne, vivent dans le doute. Suite aux expulsions de chatons, les gens ont très peur parce qu'ils reçoivent des visites régulières, 1 à 2 fois par semaine, de personnes blanches qui viennent bien habillées, parfois accompagnées de gendarmes et qui leur disent « il faut partir, vous allez être expulsés ». La LDH Médecins du Monde, le Secours catholique, la CIMAD, l'association Droit au logement et le diocèse se regroupent pour réclamer au pouvoir public de mettre fin à ces expulsions et de mener une concertation afin de trouver des solutions d'hébergement et de logement. Alors au niveau de l'AFPA, c'est un squat déclaré et nous sommes un collectif d'associations humanitaires de Guyane qui dénonçons cette situation d'expulsion sans relogement. Cette solution que semble appliquer l'État depuis quelque temps, qu'il s'agit de démolir sans reloger, nous dénonçons cette situation. Nous souhaitons la réquisition de logements et l'aménagement de logements pour ces gens. Les associations veulent que soient appliqués les engagements internationaux de la France, prohibant les expulsions sans solution alternative d'hébergement, ainsi que les dispositions relatives à la résorption de l'habitat insalubre prévues par le Code de la santé publique. On a souhaité se positionner, donner la parole aux habitants et les accompagner dans cette prise de parole. Ce qui nous inquiète, c'est la qualité de l'hébergement, les non-réponses. Donc on a voulu aujourd'hui solliciter les pouvoirs publics et pouvoir leur demander une application de la circulaire de août 2012 qui demande un accompagnement, un diagnostic. Le problème du logement en Guyane, c'est un problème qui est récurrent, qui ne concerne pas que ce site, qui ne concerne pas que les personnes issues du squat de l'AFPA aujourd'hui. Hier, c'était le squat Chaton. Demain, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres sur l'ensemble du département. Donc on propose de s'asseoir tous ensemble, les habitants, les acteurs associatifs, mais les pouvoirs de l'État également, autour d'une table et de pouvoir proposer des solutions pérennes avant de mettre les gens dehors. L'AFPA est historiquement le lieu d'accroche des migrants à Cayenne. Ils passent tous par ce terrain qui fait face à la piscine Malia Metela. Voilà pour l'information, tout en images. On remercie encore une fois nos journalistes de la rédaction d'ATG. Prochain point sur cette information que vous reverrez tout à l'heure, d'ici ce soir en rediffusion. Nos invités ont sans doute une réaction sur ce qu'ils viennent voir. On va y venir dans quelques petites minutes. Forcément, nous partirons également, comme tous les soirs, avec cette femme d'exception, vous le savez, qui ce soir va fêter l'anniversaire de son papa. Elle le lui dira tout à l'heure. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Jordan. Ça va? Très bien. C'est un plaisir que de vous accueillir ce soir. Toujours le sport, Vanessa? Oui, comme d'habitude. Mais encore? Un peu de pirogue. Un peu de pirogue. Voilà. Ce sera Ramdilo, avec une équipe que vous avez suivie. À tout à l'heure. Olivier Mantez, il y a bien des choses qui ont dû vous faire réagir dans ce journal. D'abord parce que vous êtes président, je rappelle, de la fédération du bâtiment. Avec ces squats, je présume que ça vous aura parlé. Et puis, l'homme que vous êtes aussi défend le carnaval, notamment le carnaval de Kourou. Vous avez été un des bienfaiteurs de ce carnaval. Quand vous voyez ce qui se passe un petit peu au sein de l'Union, des présidents du comité, qu'est-ce que ça vous évoque? Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, au niveau du carnaval, je trouve ça triste. Un mois et demi de carnaval, de cette démonstration d'un dysfonctionnement d'une association. Alors, je ne connais pas le détail. Je fais confiance au président des comités de carnaval de chaque ville pour régler ce problème-là, parce que je crois que le carnaval, il y a beaucoup de gens qui s'y investissent, il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent. Et j'espère que ça se fera de façon honnête et claire. On peut rebondir sur cette crise du logement, parce qu'on l'a vu dans le sujet, les squats vont bon train, si j'ose dire. L'État légalise presque, en tout cas à demi-mot, ces squats dits déclarés. Ça aussi, je présume que c'est un véritable problème et qui va en s'accroissant. Alors, sujet important, je suis content qu'il soit passé aujourd'hui. La fédération du BTP
dit halte au squat. C'est pas acceptable cette situation, ce qu'il y a notamment dans la ville de Cayenne, sur un certain nombre de logements d'État. Hein. Alors, il y a une problématique de respect des droits de l'homme, de respect des règles européennes d'accueil des réfugiés politiques. Mais il faut savoir qu'aussi, à côté, il y a le respect des propriétaires, le respect des gens qui ont des terrains. Et tout ça, il faut qu'on arrive à le concilier. Il y a des gens, clairement, qui profitent de cette situation. Ce n'est pas acceptable. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des terrains qui sont squattés, qui hypothèquent le développement futur de la Guyane. Je connais des projets, aussi bien à Matoury, Macouria, Saint-Laurent-de-Maroni, qui ne pourront pas se faire parce que sur le terrain, il y a des squats. Donc je crois qu'il faut vraiment que, en toute transparence, en respect de tout le monde, mais aussi bien respect des personnes qui habitent ces squats, mais aussi des propriétaires, on puisse régler ce problème. Alors quand le bâtiment va, tout va, en tout cas c'est ce qu'on dit, on a l'impression qu'en Guyane ça va, que le marché se développe, qu'on est en plein développement, comparativement peut-être à nos amis antillais qui pour certains sont un peu en récession, hein, ce sont des marchés qui stagnent. Et aujourd'hui vous nous dites qu'il y a une crise du BTP en Guyane, comment vous nous l'expliquez ? Alors détrompez-vous, ça fait plusieurs mois qu'il y a une crise en Guyane. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très visible parce que vous êtes sûrement un Cayennais. Et quand on fait que Cayenne, Rémiremont-Joly, eh ben on est dans les quartiers qui ont un peu d'argent. Et c'est vrai que là, il y a pas mal de panneaux, de logements à construire. Partout on tourne la tête, il y a des grues. Voilà, mais c'est ponctuellement. Passer le pont de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, jusqu'à Marais-Passoula, il n'y a pas une seule grue. Alors plus de la moitié de la population y vit. Donc c'est vrai que ponctuellement, il y a une petite surchauffe dans l'île de Cayenne, liée à de l'immobilier privé. Mais la baisse des logements, de la construction des logements sociaux est effective. On a réduit de 50% la construction des nombres de logements sociaux en 3 ans. À quoi on doit cette crise selon vous, Olivier Mantez ? Eh ben, on doit ça à plusieurs conjonctions, événements qui mis en parallèle, font qu'il y ait cette crise. Alors, premièrement, il y a un problème national de contraction des crédits d'État. Hein, vous savez que le logement social est financé par l'État. Malheureusement, et ça, la fédération va le dénoncer, la Guyane n'est pas considérée à sa juste mesure au niveau de la distribution de la LBU. On partage encore sur des critères qui ne sont pas adaptés et qui ne sont pas liés à la population future de la Guyane. Ah voilà, c'est ça, c'est sur l'actuelle population, l'étroitesse du marché, voilà, c'est ça qui est pris en compte et pas les perspectives d'évolution. Sans langue de bois, la Guadeloupe et la Réunion sont nettement plus avantagées que la Guyane sur les attributions de LBU. Et ça ne pourra pas continuer. Alors vous partez incessamment sous peu, vous rencontrez Madame la Ministre avec une délégation de parlementaires qui accompagne notamment le président Alain Thienlon, président du Conseil général. Qu'est-ce qui va se dire et qu'est-ce que vous comptez sur cette rencontre ? Je crois qu'il y a eu déjà un travail important des techniciens, aussi bien des techniciens d'État que des collectivités locales, pour faire prendre conscience au niveau national de cette problématique du logement en Guyane et l'équipement public. Maintenant, les chiffres sont posés, il faut qu'il y ait une décision politique. Donc là, moi en tant que président de la fédération du BTP, je vais réexpliquer les chiffres, expliquer les problématiques, mais après il faut que les politiques guyanais prennent le relais. Et il faut absolument que la Guyane soit mieux dotée, mieux avantagée, c'est clair. On continuera, nous, à suivre, bien sûr, tout cela de très près. Vous fêtez bientôt vos 40 ans, pas les vôtres, mais ceux de la Fédération. Voilà, dans les 40 ans de la caisse de congés payés. La caisse de congés payés, j'entends bien. Caisse de congés payés du bâtiment. Les 40 ans, vous n'y serez pas, vous serez auprès de la ministre, mais on saluera nos amis pour vous. Hein. Voilà, parce que c'est un événement important. Vous savez que la profession du BTP, c'est une profession organisée, où on apporte beaucoup d'attention au social. Et je crois que la caisse de congés payés, c'est un plus pour nos salariés. On leur garantit des congés payés, on leur garantit une prime de congé de 30% quand ils partent en congé. Et je crois que c'est quelque chose que l'on veut montrer, et pour montrer que le dialogue paritaire dans le BTP fonctionne bien et va continuer à fonctionner en Guyane. Bon combat et bonne rencontre avec le gouvernement prochainement. Merci Olivier Mantez. À vos côtés, je le disais tout à l'heure, Mathieu Naché, vous êtes président du Corévi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le comité de coordination de la lutte contre l'infection pour le VIH. Il y a des Corévi partout. Il y en a un dans chaque région. Un dans chaque région. Alors, on revient avec vous sur ce bilan de cette journée de lutte mondiale contre le sida. C'était hier. Quel bilan vous pouvez en tirer aujourd'hui ? C'est une journée pour marquer le coup. Chaque année, c'est bon de rappeler que le VIH est toujours là, qu'il y a toujours... Est-ce que vous sentez la population toujours aussi concernée ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu rentré dans les mœurs. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais bon, il y a quand même pas mal, on en parle quand même pas mal du VIH en Guyane.
C'est vrai qu'on voit dans le monde que les gens s'inquiètent moins certaines personnes, que le fait qu'il y ait les traitements, qu'il n'y a pas autant de décès que par le passé, on a l'impression que ça s'est éloigné. Et c'est vrai que bon, les traitements ont été quand même une révolution, mais il y a toujours des personnes qui meurent en Guyane du VIH quand elles n'ont pas fait le test et ne sont pas traitées. Voilà. Alors, le France Guyane titre le triste record détenu par la Guyane. Pourquoi le message ne passe pas ici? C'est pas que le message ne passe pas, c'est que la Guyane, elle est pour l'OMS, elle est dans la région Caraïbes en termes d'air. Et dans la région Caraïbes, la prévalence du VIH, elle est autour de 1%. Donc on a l'épidémie d'où on est. C'est pas. Enfin, on a la Guadeloupe et la Martinique à côté. Il semble qu'ils soient quand même relativement moins touchés. La Martinique moins, mais la Martinique est un pays avec beaucoup plus de personnes âgées, avec une démographie différente. Mais Saint-Martin et la Guadeloupe, on est pas loin du même niveau. La Guadeloupe est en deuxième après la Guyane, mais Saint-Martin est à peu près comme la Guyane. Donc on n'est plus à cette période où finalement la Guyane était considérée comme le mauvais élève au niveau du VIH et on inquiétait tout le monde en disant attention, tu vas en Guyane, le sida. Oui, mais ça montre l'ignorance. Le mauvais élève, on n'est pas à l'école, quoi. Il y a de la dingue en Guyane, il n'y en a pas encore, enfin pas trop en métropole, mais le jour où ça va arriver, c'est l'épidémiologie, les maladies. Quand on est en Guyane, la prévalence est plus élevée, donc on a un risque plus élevé, et ça c'est des dynamiques de long terme. Voilà. C'est pas forcément que la Guyane, parce qu'il y a toujours ça derrière, est particulièrement sulfureuse sur le plan de la sexualité, etc. C'est pas ça. On est dans une région où la prévalence est élevée. Voilà. Donc, le combat, en tout cas, continue. Je le rappelle, il y a des dépistages qui sont faits quotidiennement dans des centres anonymes également. Est-ce que vous avez un numéro encore ou un contact pour pouvoir faire ces tests? Justement, il n'y a pas un endroit. Il y a des centres, il y a l'hôpital, il y a des camions qui vont dans les quartiers. Justement, il faut qu'il y ait une palette de solutions pour que chacun puisse aller faire le dépistage de la façon dont il préfère. Si on veut des chiffres, si on veut des renseignements, le Corévi, qui doit-on joindre? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un Facebook? Comment est-ce qu'on... Le Corévi a un site internet qui a été piraté malheureusement, et donc mais qui en général avait énormément d'informations, mais toutes les thèses, tous les rapports, tous les articles de recherche. D'accord. Sur internet vous trouverez beaucoup de choses il y a pas mal de publications sur le VIH. Bon, voilà. Restez avec nous, on va parler sport, je le disais tout à l'heure, ma chère Vanessa, vous êtes sensible au football, je le sais. Oui. Vous en avez fait? Un petit peu. Oui, enfin derrière votre écran surtout. Jean-Marc Faham, comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ancien footballeur professionnel, vous nous rappelez un peu votre parcours? Très court. Le Stade Rennais. Le Stade Rennais, le FC Lorient. J'ai commencé déjà 4 ans au FC Lorient, suivi du Stade Rennais. Donc on va laisser pour le reste. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Très bon souvenir de la Bretagne surtout. Ouais. Vraiment super accueil et un super centre de formation au Stade Rennais surtout. Alors des contacts, vous en avez gardé, preuve en est, que ce soit Malouda, Lama, entre Guyanais, entre footballeurs, on se soutient, et notre ami d'Archeville, on ne peut pas le citer, Claude Archeville. Voilà. Et surtout Sylvain Wilton, donc le parrain de mon fils, et voilà, donc j'ai gardé des contacts, surtout dans toute la Bretagne. Alors c'est quoi le concours Yanadoko? Déjà, je vais commencer par les féliciter. Oui, il faut. Féliciter l'encadrement technique de M. Jair, qui l'a mis en place, et la Ligue de football, et surtout les joueurs qui sont issus du championnat de division d'honneur, et les joueurs qui viennent aider notre département à pouvoir grandir par rapport aux résultats. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tournoi? Le tournoi aujourd'hui, ils vont partir en Gold Cup. Donc c'est le tournoi qui réunit l'Amérique centrale avec les meilleures équipes de l'Amérique centrale, donc le Costa Rica. Là, on va recevoir donc, des équipes qui ont joué cette dernière Coupe du Monde au Brésil. Donc c'est pas rien. Et la Guyane est tout près d'une qualification historique. Je dirais que recevoir le Honduras ici, c'est la meilleure des choses pour nous. C'est un coup de projecteur supplémentaire sur le football, sur le sport guyanais et sur notre département. Sur le football, surtout au vu de la Fédération française, qui ne regarde pas d'un bon œil tout ce qui se passe sur la CONCACAF ou CFU. Donc tout ce qui est en Europe,
ou en Amérique du Sud et regarder. Mais on va voir que Canal+ ne retransmet pas de match sur l'Amérique latine ou l'Amérique centrale. Ça viendra, c'est des combats qu'il faut mener, mais ça viendra. Des championnats argentins ou brésiliens sur les résultats. Donc moi j'espère que vraiment cette équipe puisse avoir les meilleurs joueurs pour recevoir le Honduras ici. Alors justement, ils vont recevoir le Honduras. Comment on se prépare à jouer contre une équipe qui a fait la Coupe du Monde? Ah oui. Donc moi je pense que, bon, sans incriminer vraiment notre ligue, c'est vraiment en amont qu'il fallait commencer par préparer cette grande réception d'une équipe, on va dire, professionnelle. Donc pour avoir une chance de passer sur ce match, il faudrait que les démarches soient faites auprès des clubs professionnels pour qu'on puisse avoir nos meilleurs joueurs pour ce match en Guyane. Mais maintenant, les dates ne sont pas les mieux choisies, on va dire, puisque les dates du début janvier, il n'y a pas de trêve internationale pour recevoir ces joueurs qui jouent en Ligue 1. La trêve se fait seulement au mois de mars. Donc au mois de mars, il y a une trêve internationale, mais au mois de mars, les clubs de la CFU et de la CONCACAF ont d'autres exigences, donc ne pourront pas participer. Voilà. Courage en tout cas à nos joueurs, hein, on leur transmet notre force. Ah non, moi je pense que j'espère que la Ligue fera le maximum, comme dit Bernard qui est dans ce staff, Bernard, pour pouvoir avoir nos meilleurs joueurs pour représenter la Guyane lors de cette rencontre. Et aussi que dès ce samedi, contre Avranches, que les Guyanais se mobilisent pour venir. Ça commence là au mois de décembre. Donnez le point de ralliement. Non, le point de ralliement, c'est le stade Edmar Lama, samedi après-midi. Donc l'US Matoury contre l'US Avranches. Donc voilà, en Coupe de France, 8e tour de la Coupe de France. On sera tous là, hein, avec nos panneaux, avec tout ce qu'il faut, nos zouzouvelas, enfin bon, tout ce qui fait du bruit sur un terrain. Hein, vous sentez le footballeur en moi. Merci beaucoup, Jean-Marc Fabre. Merci à nos invités pour cette première partie. On se retrouve dans quelques instants dans le rendez-vous de l'info. En attendant, vous retrouvez un petit extrait d'Attitude Mag avec cette charmante Laetitia, jeune génération des Chinois en Guyane. Regardez plutôt, on se retrouve juste après dans le rendez-vous de l'info. Le Chinois travaille 7 jours sur 7, 24 sur 24, parce qu'il n'a pas le choix. Moi, quand mon grand-père est arrivé en Guyane, il avait un petit commerce, etc. La vie est difficile. Certains arrivent ici, ils n'ont rien. Donc ils travaillent très très dur pour bâtir le futur de leurs enfants et des générations à venir. Donc vous voyez la plupart maintenant des commerçants chinois qui ont des libre-services, etc. Maintenant, leurs enfants, ils sont pharmaciens. Là, bientôt, on aura une diplômée d'école de commerce. Nous avons une esthéticienne. Parce qu'ils aspirent à ce que leurs enfants et les générations futures aient une vie meilleure qu'ils n'ont pas pu avoir. Donc, ils n'ont pas le choix. Et puis, c'est comme ça, c'est le travail. Et le travail permet d'apporter des récompenses. Attitude Mag, donc à voir sur ATG, la jeune génération des Chinois en Guyane. De retour avec Vanessa pour le rendez-vous de l'info. Vanessa et sa chronique sport, on peut le dire. Ramdilo, Sinamari et une équipe, je le disais, que vous avez suivie, chère Vanessa. Voilà, les Fayaboto. Les Fayaboto. Vanessa. Alors, Faya Boto, Faya le feu, ça je m'en sors. Boto, c'est en portugais, vous savez l'espèce de dauphin là qui. Il n'y a que vous qui connaissez pas les traditions du fleuve. Allez-y. Alors, avant de commencer, donc on le disait tout à l'heure, un joyeux anniversaire à Monsieur Jitan Skenev. Mais qui est cet homme? Qui n'est autre que mon papa, voilà. Qui a 50 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. On lui chante Happy Birthday à la fin de l'émission. À la fin. Donc oui, on parle pirogue. Le week-end dernier se déroulait l'édition 2014 de Ramdilo. Donc encore une superbe compétition où se sont imposées les équipes de Ewe chez les femmes, les Kariakou chez les hommes et en équipe mixte les Fayaboto. Donc focus justement sur cette équipe qui a participé à la compétition mais qui a aussi organisé une Faya Tombola, c'était le titre. Regardez. Salut à tous, ce week-end nous sommes présents à Sinamari. Salut à tous, ce week-end nous sommes présents à Sinamari pour l'édition 2014 de Ramdilo. Et oui, nous nous déplaçons partout. Nous suivons plusieurs équipes et notamment l'équipe Fayaboto.
Alors, je suis avec Valentine de l'équipe Fayaboto. Valentine, bonjour. Alors, comment s'est passée cette première course? La première course s'est super bien passée. On est parti en premier, on a passé la bouée en premier, on a récupéré les boules qu'il fallait récupérer dans l'eau en premier. Donc, parfait, changement nickel. C'est super bien passé en mode Fayaboto, quoi. Donc, vous participez à l'édition 2014 de Ramdilo. Alors, mais vous êtes aussi là pour faire une tombola. Expliquez-nous. Voilà, alors Fayaboto, on a acheté une pirogue, une nouvelle pirogue, et on a eu des problèmes un petit peu pour la financer. Alors pour nous aider à la financer, on organise une tombola avec des lots absolument fabuleux. On a par exemple des billets d'avion pour Maripasoula offerts par Air Guyane, on a un baptême de voltige en avion, un baptême de kitesurf en tandem, on a des séjours au camp Kariakou, au camp Canopé, au camp Sisam également, un massage bien-être, une nuit d'hôtel à l'hôtel à Kourou, et puis bref, on a vraiment beaucoup de lots très intéressants et on vend les tickets à 3 €, donc avec ça on espère voilà, faire plaisir au monde, faire ça dans la bonne ambiance et puis récolter un petit peu de sous pour nous aider avec notre pirogue. C'est oui, on était à Sinamery. On ne se moque pas. Pardon. Alors le monteur m'entendra plus tard. Donc oui, ils l'ont fait, ils ont réussi à récolter la somme nécessaire pour payer leur pirogue. Donc un grand merci, un grand bravo à Patrick, Patrice, Gaël, Roberto, Jean-Philippe, Marc, Denis, Elodie x2, Alexandra, Donna, Fanny et Valentine qui est la capitaine qui n'a pas pu participer à la compétition parce qu'elle était malade. Donc bon rétablissement. Et à toutes les équipes de pirogue, continuez à nous faire vivre votre passion. Et on n'oublie personne. Très bien, merci chère Vanessa. Vous avez ramé ou pas cette fois-ci? Non, pas cette fois-ci. Vous vous souvenez de vos douleurs de bras la dernière fois. Merci Vanessa. On vous retrouve bien sûr demain pour une nouvelle chronique. On se retrouve avec notre deuxième invité. Deuxième partie du rendez-vous de l'info, disais-je, avec notre invité Sylvie Pied de l'UGTR, entendez, Union Guyanaise des Transporteurs Routiers. Avec lui, on va parler de la grogne de ces transporteurs en colère. Sylvie Pied, merci d'avoir répondu à présent à notre invitation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Monsieur Pied, on a suivi l'actualité et cette grogne, je le disais, des transporteurs. Vous êtes en colère à cause d'une entreprise martiniquaise notamment. Alors, on l'a entendu. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans la continuité de ce qui se passe, qu'est-ce qui aujourd'hui vous crée cette grogne? Alors, comme on l'a déjà dit, hein, le problème, c'est les entreprises extérieures qui viennent en Guyane et qui prend une part de marché qui nous est réservée en fait. Alors vous dites les entreprises, il ne s'agit pas que de la société TDM. Donc là je parle en général, on a ce même problème dans le BTP, dans tout corps d'État quoi. Alors, il y a quelques années, on entendait moins parler de ces choses-là. On a un petit peu l'impression, et c'est la question que nous nous sommes posée, qu'il y a une espèce de réveil, de sursaut en Guyane. C'était propre, si j'ose dire, aux entreprises guadeloupéennes et martiniquaises de faire un peu de l'ultra-protectionnisme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un petit peu de faire preuve de trop de fermeté, de trop de fermeture même? Nous, en fait, on défend nos intérêts, ce qui est normal. Alors, vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu une sorte de, je vais être un petit peu même violent, de racisme économique finalement, de ne pas accepter qu'une autre entreprise vienne… Non, pas du tout, ce n'est pas du racisme économique parce que dans notre syndicat, il y a plus de 50%, ce sont des Antillais, des Martiniquais, des Guadeloupéens. Donc, ce n'est pas du racisme. Oui, alors une entreprise qui s'installe pour sur votre marché, c'est le principe même de la concurrence. Ils ont baissé les prix, mais c'est pour concurrencer. Pourquoi ça vous dérange à ce point-là? Ce n'est en aucun cas une attaque personnelle, hein. Je pose juste la question. Ça nous dérange parce que, comme j'ai déjà dit, en Guyane, un transporteur, on n'a pas 12 mois de travail sur une année. Cette année par rapport au marché, hein, vous dites Oui, par rapport au marché. Cette année-ci, on a eu quoi? En gros, 4 mois de travail à temps plein. 120 jours, c'est rien. Sylvie Pied, vous vous rendez compte quand même que le marché guadeloupéen, martiniquais, et je le disais tout à l'heure un peu en récession, ça devient compliqué. La Guyane se développe. Vous vous rendez compte que c'est un marché qui va intéresser de plus en plus de groupes martiniquais, guadeloupéens. Ce ne sera pas votre premier combat.
Non, c'est pas notre premier combat et on va pas s'arrêter là. Mais le souci, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, on peut pas déjà ne pas avoir suffisamment de travail pour nous en Guyane et accepter que les autres entreprises extérieures viennent. D'autant plus que nous, dans le transport, il y a 240 entreprises de transport qui sont déclarées, qui sont aux normes, qui sont aptes à faire tout type de transport. Alors vous parlez aussi d'une concurrence déloyale, d'une défiscalisation faite à l'extérieur. Il y a des choses comme ça que vous avez dénoncées? Si, tout à fait. Par exemple, sur l'entreprise en question, elle a défiscalisé deux matériels aux Antilles, en Martinique. Où le problème, c'est que quand on défiscalise dans une région, les matériels doivent être exploités dans la région. Aujourd'hui, elles sont défiscalisées en Martinique et elles roulent en Guyane. Alors les collectivités finalement jouent le jeu, c'est ce que vous leur reprochez. Qu'est-ce que vous dites aux élus qui finalement, il y a des attributions de marché qui ont été faites? Non, ça, en fait, l'entreprise en question, c'est pas des marchés publics en fait, si vous voulez. C'est une entreprise locale qui a contracté avec cette entreprise-là. Et donc vous essayez de faire un sursaut, de réveiller la population dans ce sens-là, et vous attendez un retour. Est-ce que vous pensez que la population est sensible à votre combat? En tout cas, je ne sais pas si la population est sensible à notre combat, mais nous, les transporteurs, nous sommes sensibles et nous ferons ce qu'il y a à faire pour défendre nos intérêts. Alors justement, ma dernière question, on se quitte là-dessus. Que comptez-vous faire? Est-ce qu'on va à nouveau bloquer des routes, des ronds-points? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que l'Union des transporteurs va orchestrer ça? Non. Donnez-nous une exclue, Sylvie Aupier. Je sens qu'il se trame quelque chose. Non, écoutez, je ne vous dirai rien. Ce soir, je ne vous dirai rien. Nous, la seule chose qu'on sait... Il faudra s'attendre à une réaction de votre part, en tout cas. Oui, on va réagir, c'est clair. Voilà. Merci Sylvie Aupier d'avoir été notre invité. Merci à l'Union des transporteurs routiers. On termine, ma chère Vanessa, en précisant à nos amis de Guyane Première qui ont eu la délicatesse d'annoncer que le programme de Miss France serait également proposé à notre chaîne, mais en différé. La chaîne ATG et ses dirigeants ont refusé cela parce que diffuser ce programme en différé ne nous paraissait pas très pertinent. Voilà, donc c'est une information que nous souhaitions transmettre. Merci à tous. Rendez-vous demain avec Gilles Vernet qui reprend les commandes de son émission. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Vous aussi, chère Vanessa. Chers téléspectateurs, à demain, même heure, même chaîne. Au revoir. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.